Bonsoir Alan. On s'est fait un petit off juste avant. Ravi, je te le disais, un peu plus de 10 ans. J'avoue que j'ai toujours du mal quand il s'agit de regarder dans le rétroviseur. D'ailleurs, je te laisse une première image parce que dans nos véhicules, c'est vrai que j'ai trouvé que le pare-brise était bien plus grand vers l'avant. Le petit rétroviseur nous donne finalement un indice de là où il faut regarder. Je crois qu'il faut finalement préserver le présent, définir l'avenir. Le passé, il faut pourtant le prendre en considération. Je reviens tout de suite, Alan, sur ton parcours. Tu es sorti médiatiquement, c'était quoi? C'était juste après les années 2000. J'ai encore du mal dans cette chronologie à imaginer. Je me rappelle sur, comment dire, une télévision, c'était avec, je dirais, des gens déjà assez, comment dire, critiqués au bon sens du terme, parce qu'en fait, ils étaient, comment dire, sur Meta TV, notre ami, j'ai oublié son nom, mais il était extraordinaire. Il nous a quittés malheureusement, mais c'était peut-être ta première émission tout jeune? C'est pas. Ouais, t'es pas, exactement, t'es pas, ouais. Bah, ça remonte déjà pas si loin que ça, non, t'es pas. On est en 2014. Ah, 2014. Et si la mémoire est bonne, donc pour ce qui me concerne, donc c'est 2014, si je ne prends pas t'es pas, deux interruptions, mais il est vrai que ça faisait déjà pratiquement 14 années que j'étais déjà dans le circuit, entre guillemets, donc de recherche, voilà. Ma première télé, je l'ai faite hors-dessus du Luxembourg, mon pays natal. Donc, c'était carrément sur RTL, Radio-Télé Luxembourg. Donc, c'était en 2000, à la sortie de mon premier livre, c'était aux alentours de 2007, où j'avais donc fait une première intervention. Voilà, c'était tout nouveau pour moi, tout ça. Et puis, t'es pas, c'est arrivé plus tard. Et puis, oui, effectivement, donc, ça fait déjà pas mal d'années. Pour 2000, oui, c'est plus ou moins la date, on va dire entre guillemets, où j'ai commencé vraiment à me pencher sur tous ces sujets. Moi, ça n'a pas été de enfance comme certaines personnes, qui fut souvent, pour beaucoup de personnes, un déclencheur. Moi, c'est plutôt quelque chose de positif, c'est la naissance de mon fils. Tout ça, donc le fait de passer d'état d'homme, voilà, de simple homme à celui de père, donc avec la, le poids, entre guillemets, de la responsabilité d'être père a fait que ça a déclenché chez moi, on va dire, un intérêt plus profond pour tous les sujets qui peuvent exister, puisque c'est nous qui léguons quand même à nos enfants ce que nous faisons, donc je veux dire, ou ce que nous ne faisons pas, pour beaucoup de personnes hélas, mais nous sommes quand même responsables de leur avenir. Et c'était aux alentours de 2000 que j'ai vraiment commencé à poser des vraies questions. Ouais. J'allais dire pour celles et ceux qui t'ont connu à cette époque-là, une vraie reconversion. On ne savait pas trop d'où tu venais. Pour autant, de l'audace, moi je l'ai trouvé. Un vrai explorateur surtout. Alan Duke, pour celles et ceux qui t'ont connu quelques décennies avant, euh, un peu cet Indiana Jones de l'invisible, cet Indiana Jones finalement où on va aller, je dirais, chercher. Délire, il y a aussi des choses. Ah, c'est formidable. Mais c'est vrai que tu as fait figure peut-être en premier lieu je dirais, de cette capacité de t'affranchir et de nous faire plaisir, parce que c'était pas facile finalement, des témoignages, des gens qui savaient, et je veux le dire en toute modestie, non pas briller, mais éclairer, c'est-à-dire nous montrer l'idée peut-être d'un chemin pas à pas, et en toute modestie. Et j'ai trouvé que Alan Duke, même si le nom Duke était peut-être un tantinet bien choisi, mais en tout cas, vraiment cette démarche alchimiste et puis d'humanité. Je ne sais pas comment tu sais te regarder aujourd'hui avec toutes ces décennies d'expérience, mais l'homme que tu es aujourd'hui, quel était-il lorsqu'il a démarré dans cette aventure justement de l'invisible? Ben, disons qu'au départ, je cherchais absolument pas à briller, forcément, c'était simplement des recherches et une passion qui commençait à s'éveiller en moi. Et puis, le fait de trouver des choses, ben, et surtout des choses qui peuvent apporter quelque chose à la collectivité. Bien sûr, il y avait au fond de moi cette urgence de dévier les gens autour de moi. Voilà, à un certain moment, j'ai aussi, on va dire, comment dire, mon niveau, on va dire, il était beaucoup plus fort. Je voulais beaucoup plus convaincre, je voulais beaucoup plus briller d'une certaine manière, mais ben, avec l'âge, on devient plus sage pour certains. Et puis voilà, donc
quand même un petit peu calmé le jeu en me disant, ben, on forçant plus pas une plante à pousser. On peut simplement semer, proposer des choses, voilà. Et puis, avec cette vision politique que j'ai, qui est assez particulière, qui fait que j'assemble tous les sujets l'un dans l'autre, je les imbrique comme un gigantesque puzzle, va faire que j'ai des réponses, parfois des solutions qui vont complètement, qui vont en contresens de des versions les plus répandues. Et ça, c'est le côté holistique. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait dès le départ d'une manière inconsciente. C'est-à-dire inconsciemment, j'avais cette. D'ailleurs, on a déjà souvent comparé à des francs-maçons, puisque aussi, ils ont une façon, avec le symbolisme, de décortiquer les symboles et tout ça. Donc, on m'a souvent, je vais pas dire traité de franc-maçon, mais on m'a associé à eux, alors que moi, j'ai jamais fait partie d'aucune loge, d'aucun groupe particulier. Mais je dis, mais non, c'est normal. Pour moi, c'est tout à fait logique que quand on est confronté à des symboles, au lieu de prendre à la lettre ce qui est proposé, d'essayer aussi de faire sa propre interprétation. Et quand on a un symbole un peu comme un dragon, par exemple, au lieu de prendre les versions classiques, de décomposer, hein, comme je dis toujours, le vaisseau, de le décomposer, de voir qu'il crache du feu, il vole en l'air, il a des écailles comme un poisson, donc ça lui donne un côté amphibien. Donc on va parler d'éléments hauts. Il a souvent des cordes qui le renvoient sur le taureau, qui est le symbole de la terre, donc il représente les 4 éléments, etc. Donc cette façon de fonctionner, elle s'est peaufinée, elle s'est vraiment. C'est comme un puzzle. Donc au départ, c'est très laborieux de commencer un puzzle, puisqu'on est devant un puzzle avec des milliards de pièces, entre guillemets, et plus le temps passe, et plus on a la facilité pour faire le montage. Et c'est ça qui fait que, bon, avec le temps, j'ai commencé à partager des choses qui ne font pas forcément plaisir à certaines personnes. Et bon, je suis très, très, très authentique. J'aime pas la fourberie, je propose des choses, et comme dirait le personnage qui soit dans la Bible, qui même me suit, donc je ne force personne à croire ce que je dis non plus. Donc, mais je me suis calmé là-dedans, c'est-à-dire avec le temps, ça fait quand même, on est sur 25 années, où malgré tout, le temps passe. Donc 25 ans, aujourd'hui, je force Florian. Tu m'invites pour une émission 40 minutes. Ben, ça fait maintenant des mois et des mois que j'ai plus fait de vidéo, et puis je n'en pas plus mal. Donc, si on le cherche, on le trouve. Voilà. Donc, Il voilà. faut, il faut, il faut. Je veux dire, en tout cas, une quête personnelle, collective. J'allais dire, sans m'immiscer dans ta vie privée, loin de moi cette idée, mais je t'ai connu avec un affichage assez solo. On te voit avec un duo, Octavie est là aussi. J'adore ce prénom, il est formidable. Cela dit, l'amour est aussi finalement un de nos éléments de vie. On voit bien que finalement, on est des fois en marge en termes de quête de vérité, en tout cas d'une vérité possible. Pas facile, 25 ans, on s'aperçoit que finalement, nos progressions, elles sont quand même toujours très timides. La seule chose qui nous fasse progresser, c'est nous et l'amour, je trouve. Et ce qu'il y a de merveilleux dans le parcours d'Alan Duke, en tout cas de celles et ceux qui te regardent de loin, qui ne sont pas dans ton intimité, c'est qu'on a vu un homme, en tout cas, grandir de son alchimie, nous la diluer, nous l'imbiber avec ce langage des oiseaux, en tout cas, qui le caractérise, moi, je trouve. Et puis, empreint de cette notion d'émotion, parce que au-delà du langage, il y avait aussi le non-verbe, et l'émotion t'anime, je trouve, cher Alan. Ben, on va dire que je suis comme Mobilix, je suis tombé dedans, Ouais. et je suis tombé dans un sujet qui était comme un sujet qui m'était destiné. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'à un moment donné, en plus César, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui m'a toujours passionné. Donc ces recherches ésotériques, alchimiques, métaphysiques, enfin tous les mots que beaucoup de personnes, pour beaucoup de personnes, là, c'est le chinois, ces termes. Donc, et puis l'idéal, c'est bien sûr de faire ça en binôme, donc avec une partenaire qui est autant passionnée. Oui. Donc, et c'est avec Octavie, justement. Donc là, j'ai la chance de vivre en couple avec une femme qui, voilà, bon, après, chacun a sa spécialité. On sait un petit peu. Moi, je suis le spiritus, on va dire, le côté spirituel, plutôt. Et Octavie, elle est passionnée vraiment par le métabolisme, le fonctionnement du corps. Donc, et ça, c'est aussi un sujet extrêmement. Les deux s'imbriquent les uns dans l'autre. Donc,
Mon épouse représente la matière, moi je représente le spiritus, et on est vraiment très complémentaires là-dedans, puisque le père, c'est l'esprit, c'est le spiritus, et la mère représente la matière. Donc on est vraiment très, déjà sur ce point-là, on s'est bien trouvé pour faire ce partage. Voilà. Et puis le fait de pouvoir partager ça au jour le jour, de savoir que tu es à côté d'une personne que tu ne vas pas saouler, que tu ne vas pas galérer avec tes informations, mais au contraire, où il y a vraiment un échange réciproque. Donc ça, c'est ça vaut de l'or, ça. Ah, je l'imagine et je crois que Laure, chez toi, tu sais où il se loge. J'entends et je reçois cette information. Justement, en 25 années, cher Alan, je crois que tu es à une dizaine d'ouvrages. Certains sont connus, Alchemia, ton dernier, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'éveil de la connaissance. Tu as su être prolixe aussi sur, là aussi, l'art et la manière de convertir la pensée en écrit. Pas toujours facile quand les mots sont figés et qui d'un seul coup, ils dessinent une forme de cartographie spirituelle. On voit bien la difficulté, je ne dis pas de convaincre, hein, on a toujours évoqué cette notion d'éclairer, non pas de briller, mais en tout cas d'éduquer et de donner le champ des possibles à celles et ceux qui veulent cheminer vers cet invisible, en tout cas qui nous anime et qui nous préoccupe quand même beaucoup, hein. Oui, 9 livres, exact. Tu as dit, disait, c'est exact. Donc la sagesse du centaure, le dernier en date. Ah, ça, je ouais, c'est ça, ouais, exact. Donc, puisque ce personnage dans la mythologie est un personnage haut en couleur, c'est un grand maître qui a quand même été quand même le mentor de personnages de la mythologie grecque, comme par exemple Asclépios. Derrière, ici, juste derrière, là, il y a Asclépios, donc le thérapeute, donc, celui qui présente la thérapie, et c'est donc ce centaure qui a été son mentor. Donc, on voit que cet amalgame entre un buste d'homme avec le corps d'un cheval, c'est aussi pour me présenter un petit peu justement ce mariage entre notre côté humain, donc avec le mental qui est dans son essence les trois dents, donc le passé, le présent, le futur, et le côté cheval qui est le côté l'aspect sauvage qui est tout le temps dans l'instant, dans l'instinct. Donc, et puis c'est justement ce mariage entre les deux. Et avec ce dernier livre que j'ai écrit, donc qui est peut-être le dernier dans cette forme-là, c'est-à-dire, je dis pas qu'il y aura peut-être pas une réédition en 25 ou en 26, encore une fois, je peaufine, on va dire, mais c'est vrai que sur ces années, j'ai écrit 9 livres qui sont aussi un petit peu l'acheminement euh, personnel, intellectuel, spirituel, donc par rapport à mes découvertes, qui vont faire que, en fait, j'ai écrit 9 livres, mais j'en ai écrit qu'un. C'est toujours un livre qui est toujours mieux. C'est toujours mieux. Après, il y a quelques, dans ces 9 livres, il y en a deux qui seront peut-être un peu plus particuliers, comme Bois de Hou, qui est le nom français, le mot français pour Hollywood, Bois de Hou. Ouais, D'accord? Donc, je décortique tout simplement parce que j'ai toujours été passionné de cinéma. Donc, je décortique une quarantaine de films. Et puis, exploitation, avec un grand XP, donc exploitation qui est aussi un livre un peu particulier, où j'essaie d'expliquer aux gens un petit peu le monde, hélas, dans sa structure, dans sa logistique, comment il fonctionne, c'est-à-dire tous les sujets qui fâchent un petit peu, donc on va utiliser le terme de conspiration. Donc, ça, ce sont des deux livres qui sont appliqués à part. Mais sinon, les autres, que ce soit le tout premier projet Vénus, ensuite Gaïa, et puis après l'éveil des anges, Alchimie, alors puis vient de dire, oui, maintenant avec ce dernier, la sagesse du centaure, c'est vraiment un acheminement, on va dire, d'un gars qui, pendant 25 années, a fait des recherches et qui essaye de les transmettre. Et comme tu as très, très bien dit, c'est pas évident pour mettre sur papier, entre guillemets, grâce à des recherches et de découvertes. Mais après, c'est clair que le premier livre, c'est une chose, mais à partir du neuvième, là, tu commences vraiment à savoir comment tu veux structurer donc, les chapitres et tout ça. Donc, c'est quand même un petit peu moins, voilà, c'est un peu moins compliqué. La spiritualité, pardon, est toujours pas si facile à expliquer, tant à soi qu'aux autres. Tu l'évoquais, parce que c'est vrai qu'on peut assimiler les rituels à une forme de franc-maçonnerie. Ce sont des chemins, en tout cas, que tu n'as pas, toi, côtoyé, mais que tu as évoqués. On peut penser que finalement, avec ces longues années, toujours de quête, d'exploration,
il faut savoir des fois se retourner. 9 livres, comme tu l'évoquais, je ne sais plus combien de conférences, tu as su euh, braver les Ok. sens interdits, les demi-tours, les voies sans issue, les autoroutes, les voies vicinales également. C'est vrai que tes chemins, ils sont géniaux parce que à chaque fois, tu as su délivrer en toute sincérité, en tant qu'homme, en tout cas, homme qui marche. Et moi, j'aime bien cette, je dirais, cette notion de comment dire, de l'homo sapiens qui est vraiment l'homme qui marche. Et on peut dire qu'Alan Dukes est celui-ci, dans son expérience et dans le fait de les divulguer. Pour autant, il y a du risque. Pour autant, il y a des expériences qui t'ont peut-être fragilisé, non? Durant ces longues années. Ben, disons que je n'ai jamais été, comment dire, trop orienté par rapport. Souvent, des personnes m'ont dit, mais t'as pas peur qu'il t'arrive quelque chose et tout ça. Je dis, ben, pourquoi je devrais avoir peur? Déjà, tu vas pas à nourrir des peurs puisque tu vas encore les provoquer, les créer d'une certaine manière. Donc, j'ai toujours été intègre, j'ai toujours été franc dans la démarche. Mais il est vrai que la censure, elle est de plus en plus, voilà, elle est toujours là, omniprésente. Depuis les événements de 2020, à partir de 2020, on a vu combien il était de plus en plus compliqué de propager les informations par rapport à un sujet précis, donc une maladie qui n'existe même pas. Et à ça aussi, on voit bien qu'à un moment donné, sur le net, on ne peut plus rien dire. Donc, il y a la, la France qui déclare toujours haut et fort que c'est le pays des droits de la liberté d'expression et tout ça. C'est parfois ceux qui gueulent le plus fort qui sont justement ceux qui sont sur le plus. Et j'ai fait l'expérience aussi à ce niveau-là. Donc, il m'est quand même arrivé, il vient arriver quand même des déboires. Une fois, on m'a appelé, donc, parce que j'étais soi-disant quelqu'un qui insistait à la haine, alors qu'en réalité, je dis simplement, clairement, ouais, par rapport à mes découvertes, mes pensées. Donc, voilà. Oui, en gros, je ne peux pas dire que maintenant. Après, je suis quand même toujours resté dans cet océan d'informations où il y a beaucoup de personnes quand même qui font la même chose que moi. Je suis quand même pas le seul, pas le premier. Je vais pas dire que je suis un gros poisson dans cet océan non plus. Même si à un moment donné, j'ai eu un pic, entre guillemets, j'étais un peu plus connu sur le net et tout ça. Voilà, donc il y a eu un moment donné, voilà, je pouvais me balader dans Paris et puis être accosté par des personnes, mais à un moment donné, ça s'est calmé. Et ce que je veux dire par là, c'est que, comme dirait l'autre, donc comme on dirait, gros poisson, bah, celui-là, il le saute et automatiquement dirigé vers lui. Quand tu es un petit poisson, ceux qui contrôlent le système, et ça aussi que le petit poisson ne va pas faire plus de grabuge que ça non plus. Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que j'ai jamais été vraiment maintenant, si tu avais cité avant Patrick Blanchainas, il est quand même beaucoup plus connu que moi. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont connaître Blanchainas. Il est clair, et si lui commence à avoir un langage qui ressemble au mien, à mon avis, lui, il aurait plus rapidement des vrais problèmes que moi. Donc, voilà. Bah, justement, enfin, c'est vrai que Patrick Buringstenas bon, évolue, mais il a grandi là aussi avec finalement une double alchimie parce qu'il a été opératif, il a été spirituel, mais pour autant une quête mutuelle, moi je trouve, entre finalement Patrick et Alan, ça a été cette notion de gérer le temps avec une démarche qui est celle du kéros, l'émerveillement. Tu as su faire ce que j'appelle moi la fixité dans le mouvement, c'est-à-dire un moment ou un autre créer je reviens à l'émerveillement, c'est-à-dire l'état, un peu un état de grâce où on se questionne, où on se regarde, mais le temps est suspendu, le temps s'arrête. C'est une alchimie, en tout cas personnelle, elle peut être collective. Et c'est vrai, quand on t'écoute au fur et à mesure des conférences ou des vidéos que tu as pu divulguer, on se dit, cet homme-là nous fait cheminer vers cette notion d'un éternel. Et je trouve que l'émerveillement est peut-être le début d'une éternité, en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses. Disons que j'ai toujours été les gens ont toujours eu parfois j'ai fait des interviews et le présentateur, la personne disait, Alan, on ne sait pas le qualifier. Parce que si maintenant on parle de Patrick Blanchainas, là on va vraiment utiliser le terme d'alchimiste. Voilà. Après, ce qui me concerne moi, comme je vais encore, vraiment, j'ai un spectre beaucoup plus grand puisque je vais parler aussi de conspiration éventuellement, même si ce n'est pas, même si c'est pas forcément le sujet ici plaît le plus, mais il faut aussi appeler un chat. Donc voilà, donc
c'est souvent une porte d'entrée pour beaucoup de personnes qui commencent à s'éveiller, donc la conspiration. Et comme je l'avais dit dans le troisième ouvrage, j'avais bien dit, la conspiration, c'est bien beau, mais à seulement évoquer ce sujet-là, ça constipe l'esprit. Conspiration, constipation. Donc, à un moment donné, ça n'apporte pas de solution et puis ça ne fait pas avancer Blue Channels. Donc, ça a été vers 2008-2009, un personnage que j'ai découvert sur le net. Et j'ai été fasciné, comme beaucoup de personnes, parce qu'il répondait à l'époque. Et comme tu viens de le dire très précisément, très intéressant, il était dans l'opératif à cette époque-là. Et à cette époque-là, je me disais, ça n'importe quoi. C'est bien beau tout ça, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai tout de suite, bon, je ne vais pas toucher sur le personnage, loin de là, mais j'ai tout de suite eu cette approche, cette idée de dire, la chimie, c'est quelque chose de spirituel. C'est la partie spirituelle qui est la plus importante, la plus intéressante, parce que c'est celle qui nous permet d'œuvrer, de faire une grande œuvre sur nous-mêmes. Et donc, automatiquement, j'ai tourné le dos un petit peu à ces partages et puis suivi cette deuxième étape, comme tu viens de décrire, où il est entré aussi lui-même dans la partie spirituelle. Mais il est clair que ce sujet-là, pour moi, l'alchimie, c'est le sujet des sujets, c'est la science des sciences. Et c'est là vraiment où il y a aussi le secret vers l'éternité. Justement, tu as fini quand tu as posé les questions sur ce mot éternité. Donc, l'éternité, donc le fait de s'étériser, de s'éterniser, donc c'est de tout. Mais après, c'est tellement, c'est complexe sans l'être réellement quand on est vraiment passionné par ce sujet. Ben, toutes les clés sont là. On découvre à un moment donné que l'humain n'est pas quelque chose de figé, que les lois qui régissent notre corps, qui nous rendent mortels, ne sont rien d'autre que des croyances que nous pourrons à tout moment, que nous pourrions collectivement transcender pour devenir des êtres qui auraient la possibilité de vivre bien plus longtemps et tout ça. Donc, ce côté éternité, justement, le secret du trésor, d'accord, là, quand tu prends ce fameux, on est d'horloge parce qu'il y a Chronos, Kairos et Aion, c'est trois concepts du temps. Si maintenant on est dans le Chronos, donc le temps comme nous on le conçoit avec les 12 heures, donc c'est rien qu'une illusion de notre esprit, donc notre conscience qui va figer cette notion de temps qui passe. Et le trésor, le 13e, il est au centre. Et là, on comprend à un moment donné, quand tu as une horloge, là où l'horloge, justement, ben, tu dis, mais il est où cet or? Cet our? Parce qu'en réalité, on va parler plutôt de l'our quand on parle de la chimie. Et quand tu prends les 12 et tu cherches le 13e, ben, il est au centre. Parce que c'est une question de se centrer, justement. Et justement, quand tu es au centre, comme dans un cyclone, imagine, tu es dans l'œil du cyclone, ben là, tu es dans une zone complètement immobile, où il y a le calme, alors qu'autour, il y a le mouvement du temps qui passe, etc. Donc, c'est une question de se centrer. Et puis, la chimie, quand tu... Déjà, on va dire que pour moi, forcément, la chimie opérative, c'est rien d'autre qu'une mémotechnique matérielle pour nous rappeler à l'ordre et de comprendre ce qu'on fait à l'extérieur, c'est quelque chose que nous devons faire à l'intérieur de nous pour nous purifier, nous rectifier, etc. etc. Donc, c'est là qu'il y a les clés. Mais encore une fois, comme nous sommes co-créateurs de cette réalité dans laquelle nous vivons, ce n'est pas une personne qui va réussir ça, c'est l'humanité entière qui doit commencer à être plus sage et s'intéresser à ce sujet élémentaire. Alors justement, ça fait un moment que l'humanité, j'allais dire, au-delà des millénaires, en tout cas, ça me préoccupe. On a vu que notre Gaïa a été un petit peu chahutée. J'aime toujours citer Spinoza parce que Dieu est nature, en tout cas en ce qui me concerne. J'allais te dire, pour te caractériser, ça n'engage que moi, bien évidemment, tu serais un explorateur alchimiste parce que je m'en explique avec cette idée de les trois passages, en tout cas il y en a trois. Bien sûr, il y a cette idée de silo. Tu as toujours su enquêter en silo. Tu as su également, je dirais, témoigner par le sillon, c'est-à-dire le silo qui justement s'écoule. On en comprend un peu mieux le sens, mais on va dire que ce qui te caractérise, c'est aussi ce côté systémique. À chaque fois, tu as su, je dirais, déployer, développer, là aussi, un sens critique, journalistique, s'il n'en fut, alchimique, bien évidemment, qui nourrit l'intrigue. Et ça, on peut te caractériser comme tel, je trouve, parce que je me marrais en faisant Indiana Jones, mais Alan Duke, c'est quasiment un personnage, j'allais dire, de Spielberg, tu vois ce que je veux dire, en termes d'alchimie. C'est intéressant, c'est quand même de longues décennies,
j'allais dire, d'une forme d'évangélisation au bon sens du terme, pour celles et ceux, je le répète en tout cas, qui ont voulu cheminer, sachant que la spiritualité a énormément changé hein, sur ces 2 dernières décennies, mais pour autant, on se fiche sur cette idée du soi, du bonheur. Et c'est vrai que l'heure, tu as su en tout cas mettre les mots sur le temps, ce qui est, à mon sens, peut-être une des plus grandes difficultés de nos sociétés actuelles, où le temps est gommé, le temps est annihilé, le temps est accéléré. Mais avec Alan Duke, on a toujours une notion du temps. Moi, c'est un petit peu ce qui a motivé cette interview. Il y avait que dès le départ, quand je lisais, parce que j'ai pas commencé avec Brescia, je suis tombé, je dis, dans les livres, les premiers livres, ça vient du Zacharias Sitchin, du David Icke, des choses comme ça, où il parlait de ces reptiliens, des choses qui parlaient pas trop, non, parce que quand je voyais cette image babylosumérienne d'un personnage qui s'appelle Marduk, qui se bat contre Tiamat, donc hein, une créature qui ressemble à un dragon, j'ai tout de suite eu une autre interprétation de cette. Quand j'observe les images, au lieu de lire les légendes et de prendre pour argent comptant ce que les autres expliquent, j'essaie de me faire ma propre opinion. Et dès le départ, quand je voyais ce personnage Marduk se battre contre Tiamat, et où il existe donc des versions à travers tout le monde, où on voit un homme qui se bat contre un dragon, un serpent, euh, Georges, hein, quand on prend maintenant la version européenne, entre guillemets, l'anglais, donc Georges qui se bat contre le dragon, j'ai tout de suite vu un homme qui se battait contre le temps, puisque le dragon représente les 4 éléments représentent les 4 saisons. La croix de Saint-Georges, ben, c'est aussi le mouvement, entre guillemets, je dis bien, de la Terre autour du Soleil, avec les 4 points cardinaux qu'on appelé les 2 solstices et les 2 équinoxes. Donc, si tu prends ces 4 points cardinaux, tu les relis, tu as une croix au-dessus du Soleil, que la croix Saint-Georges. Donc, pour moi, c'est clair que c'est ce combat de cet homme qui se bat contre le dragon. Je me suis dit, ben, en supposant que le dragon représente, entre autres, le temps, il est vrai que l'homme mortel, qui se sait mortel, il se bat contre ça, parce qu'il ne veut pas retourner vers l'âme. Or, il veut continuer son expérience dans la 3D. Et donc, je suis resté sur cette idée, et plus le temps a passé, et plus j'ai été conforté dans mes découvertes que c'était bien probablement ça la solution, que c'est rien d'autre qu'une métaphore pour expliquer un combat ésotérique entre l'homme et une chimère, donc un leurre. Donc, c'est comme parce que je t'ai parlé d'une croix, la croix Saint-Georges. Quand tu vois Don Quichotte qui prend les mollets, ils ont la forme d'une croix. Et encore ils vont se transformer dans les yeux de Don Quichotte en dragon. Donc, on voit bien qu'on a tout le temps ces mêmes images pour expliquer ça. Donc, pour moi, il est clair que cette notion d'un homme qui se bat contre le temps a toujours été là. Et puis, toutes les découvertes que j'ai faites par rapport à ça, c'est phénoménal pour moi. Donc, pour moi, c'est vraiment un trésor. Puisque alors, si les gens s'appliquaient un petit peu plus à s'intéresser à tout ça, ils travailleraient aussi sur eux. Donc, parce que c'est un travail où chaque individu est censé, parce que l'alchimie, c'est ça, chaque personnage, chaque individu est censé œuvrer sur sa personne et pas celle du voisin. On ne peut pas faire pour l'autre. Hein. Donc, chaque individu, il est clair qu'après quelques générations, on pourrait vivre dans un espace-temps complètement différent. Mais ça, c'est le problème, c'est que beaucoup de personnes sont détournées justement par les médias, par ceux qui savent exactement qu'il faut justement que les gens ne s'intéressent pas trop à ces sujets-là. On va même les diaboliser, puisque j'ai déjà eu aussi droit à des remarques du style que j'étais un sataniste, puisque je parlais d'alchimie. L'alchimie, c'était perçu par certains religieux comme quelque chose de diabolique. Alors que pour moi, il n'y a rien de diabolique, c'est la science des sciences. Tout là, c'est la base de tout. Même les religions d'aujourd'hui se basent sur ces connaissances-là qui remontent à la nuit des temps. Alors justement, parce que on pourrait en parler pendant des heures, cela dit, on s'est donné un gap de temps. Je sais, je te parlais des fois, non pas de voix sans issue, mais de voix des fois plus complexes, plus compliquées. Tu as vu, comme nous tous, émerger, parce que tu t'es intéressé aussi à l'ufologie, les galactiques. Ils sont là aujourd'hui, parmi nous, avec des femmes et des hommes qui évoquent en tout cas des connexions, des connexions canalisées, vais-je dire, peu importe qui ils sont. Le monde est extensible quasiment à l'infini. On est quand même toujours en quête, cher Alan, si tu veux, au-delà d'une probité, je dirais d'une démonstration du factuel. Moi, je trouve que notre monde, je l'ai repris depuis Jimmy Guilleux, si tu te souviens de ce premier explorateur. Je te trouve vraiment
hein, le fil Oui. peut-être spirituel d'un Jimmy Guilleux. Mais nous avançons décennie après décennie, que ce soit des rock-sockers, je ne vais pas tous les citer, ils sont nombreux, ils furent nombreux, malheureusement. Certains nous ont quittés, du Québec ou autres, mais on reste toujours dans l'expectative. Alors, c'est vrai que tu évoques finalement l'idée d'un chaos, en tout cas d'une apocalypse, qui est non pas la fin d'un monde, mais d'un temps. Je reviens sur cette idée de temps. Est-ce que finalement on arrive à quelque chose je dirais, de factuel? Est-ce qu'on arrive enfin à ce qu'une humanité prenne le relais? Parce que on a le sentiment que ça pousse un petit peu le scarabée, mais Dieu qu'il faut être costaud quand même aujourd'hui, hein. Sujet, comment dire, extrêmement complexe à expliquer, puisque nous sommes emprisonnés dans une sorte de programmation que nous-mêmes nous avons créée. Donc, par exemple, si tu prends les constellations du zodiaque, quand même, il faut savoir que l'humain n'a pas répertorié que 12 constellations, plus la 13e. Il y a, il y a 88 en tout. Il y a 88 constellations dans le ciel, et nous avons décidé que sur ces 88, il y en aurait 12 qui seraient plus importantes pour nous. Et le fait d'avoir fait cela, ça nous a emprisonnés. D'accord? C'est-à-dire parce que sur les 12, plus le 13e qui va être la clé, entre guillemets, hein, de Serpentaire, ça représente une clé, parce que moi je suis très très axé sur le symbolisme. Donc sur les 12, le 13e, on sait que c'est le trésor, c'est la clé du trésor d'ailleurs. Le personnage qui se trouve là derrière moi, Asclépios, c'est le 13e signe du zodiaque, le Serpentaire, l'homme avec le serpent. Donc je disais, et le zodiaque, donc sur les 12, il y en a 4 principaux: le lion, le scorpion, le verseau et le taureau. Et donc, et ces 4 signes représentent aussi les 4 éléments. Et donc, on revient sur le dragon. D'accord? On revient sur l'histoire du dragon. Donc, nous avons transformé des étoiles en images. D'accord? Si maintenant tu prends une constellation, on ne peut plus parler forcément de petites étoiles, d'étoiles qui sont dans le ciel, mais nous transformons un regroupement d'étoiles en images. Et l'image, c'est l'anagramme du mot magie. Et dans la magie se trouve le mot électromagnétisme. Donc, nous avons créé une sorte nous avons programmé le ciel et nous nous sommes quelque part emprisonnés à vivre les cycles. Et là, on va parler d'une année cosmique. Je pense que tu as déjà entendu parler de ça, une année cosmique qui dure plus de 25 ans, avec un mois cosmique qui dure 2160 années. À chaque mois égale un signe du zodiaque. Et donc, nous allons quitter une ère pour entrer dans une nouvelle ère, etc. Donc, tous les 2160 années, nous changeons de signe du zodiaque. Donc, nous allons quitter le poisson. Et je peux te dire exactement la date précise du commencement de l'ère du Verseau. 2160. Puisque si l'ère du poisson, ça marque l'an 0, aujourd'hui on est en 2024. Donc on n'est pas encore dans l'ère du Verseau, on va seulement y arriver. Si l'ère du poisson a commencé à cette époque-là, donc c'est l'an 0 qui va marquer le commencement de l'ère du poisson. Maintenant on est en 2024, donc c'est qu'en 2160 que nous allons rentrer dans l'ère du Verseau. Donc c'est 130 années, un truc comme ça. Et il est vrai que nous sommes en train de vivre la fin d'une ère. Et nous allons rentrer dans une autre ère. Et chaque ère égale un autre élément, et donc aussi une autre vibration. C'est-à-dire que nous allons vivre une autre expérience. Et c'est comme ça tous les 2160 années. Donc, ces prophéties d'Apocalypse, déjà, quand on prend l'Apocalypse de Saint Jean, déjà comprendre que c'est quelque chose de purement ésotérique à la base. Encore une fois, chaque personne qui commence à s'éveiller, elle change de monde. Hein. Si vraiment il s'éveille sérieusement, l'ancien monde il disparaît et il rentre dans une nouvelle vision du même. Enfin, il est dans le même monde, mais il ne ressemble plus du tout à ce qu'il a connu. Et là, je veux dire, gentiment, quand on dit par les personnes qui pensent que les politiciens vont nous aider, que la médecine allopathique c'est la solution à tout, etc., etc. Que le monde économique c'est comme ça, on ne peut rien changer. Donc toutes les personnes qui ont ces pensées-là, et sans invente. Dès le moment où tu t'éveilles et tu commences à comprendre comment fonctionne le monde dans lequel nous sommes, et là nous sommes dans des sujets très terre à terre, il est clair que là, ça zoque,
tu prends une sacrée décharge et tu quittes un monde pour entrer dans un autre. Et quand tu comprends maintenant le texte de l'Apocalypse de Saint Jean, ben, il décrit tout simplement une personne qui entame un processus d'éveil. Donc il y a quelque chose, il va se battre contre des dragons, il y a l'histoire des sceaux qui sont incroyables, c'est-à-dire les zones énergétiques dans notre corps, les 7 sceaux qui représentent les 16 zones énergétiques dans notre corps, etc. Donc il y a tout un processus, je vais dire physique et spirituel qui se met en place. Mais tout ce qui nous arrive à nous personnellement, ça marche aussi dans notre réalité, c'est-à-dire l'Apocalypse, ça représente aussi la fin d'une ère, avec des tribulations vers la fin toujours, donc c'est toujours vers la fin. D'ailleurs, toutes les grandes cultures qui ont disparu, que ce soit celle des Mayas, des Aztèques, l'Égypte antique et tout ça, à la fin, c'était le chaos absolu, je veux dire, comme ça. Donc, c'est toujours on va dire, c'est pas une belle mort, c'est pas une mort en douceur, c'est plutôt une mort où, on va dire, le personnage, tu es en train d'assister à une pièce de théâtre, il tombe 5 fois avant d'être réellement mort, donc on est en train de vivre quelque chose comme ça, mais après, derrière, il y a quelque chose de nouveau qui relaie. Donc là, et là, on est nouveau dans le service de la chimie, avec le phénix qui meurt et qui est renaissant, donc il y a quelque chose d'autre qui vient après, et il est clair que nous sommes en train de vivre une situation similaire. Alors on le voit parce que à t'écouter, et c'est vrai, la symbiose est pas facile. J'allais dire, finalement entre un syncrétisme, un côté, anarchiste, on peut l'être, mais, il y a un moment entre dogme et gnose, j'allais dire, c'est là où la raison peut nous mener. Certains préfèrent, finalement le dogme, peut-être plus facile. Il y a, finalement, je dirais une école pour ça, académique. La gnose, forcément, c'est des chemins plus, heu compliqué. On a besoin d'explorateurs comme toi. Tu évoquais cette notion d'électromagnétisme. On le sait puisque l'électricité, c'est la pensée, le magnétisme, c'est l'émotion. Au-delà du verbe, on voit bien que finalement, cette quête, et je te l'évoquais avec Octavie, l'amour, en tout cas, est peut-être l'élément le plus singulier qui va animer nos décennies de vie. Parce qu'au bout d'un moment, quoi qu'il advienne, ce corps s'abîme, ce corps, je dirais, s'éreinte, ce corps se vieillit, puis on est tenu peut-être pour partie à disparaître. Euh, Aujourd'hui, quand même, sur 25 ans, ça fait peut-être la moitié d'une vie pour toi, cher Alan. On te sent vieillir malgré tout. Euh, Il y a toujours cette quête, en tout cas, de laisser après le pas l'empreinte ou l'empreinte avant le pas. Chacun mettra ce qu'il voudra. Mais j'allais te dire, en amour, un cœur gonfle. En amitié, enfin en cœur grandit, pardon, et en amitié il gonfle, pardonne-moi. Cette notion d'amour, parce que je voulais terminer ce premier regard ensemble avec cette fonction, l'amour. Moi je pense que, quels que soient les langages alchimiques et autres, l'amour est peut-être la plus grande voix, quasiment de l'horloge, parce que, quels que soient finalement les complots, quels que soient finalement les tyrannies, quelles que soient les vilainies, on est dans nos alcôves de l'amour, en tout cas peut-être protégé, peut-être idéalisé, et c'est peut-être ça le chemin d'une pierre philosophale. Je ne sais pas, c'est une question à 2 balles, mais j'ai l'outrecuidance de la lancer. L'amour. Ben, tu sais, il y avait une émission à la télé qui disait c'est quoi l'amour? Mais dis-toi, c'est vrai. Après, quand même. On n'a pas l'amour est dans le pré, mais c'est quoi l'amour? Donc, et c'est vraiment la question que les gens devraient se poser, c'est quoi l'amour? Puisque l'amour, souvent, il y a un amour mental qui, pour moi, n'est pas l'amour du tout, c'est pas ça l'amour. Donc, pour moi, encore une fois, comme je pratique quand même la langue des oiseaux et tout ça, quand j'entends là qui rentre dans l'amour, là, là, on a la clé de ce que représente réellement l'amour, c'est-à-dire, c'est une forme d'observation inconditionnelle. C'est-à-dire qu'avec le temps, le sage, c'est quelqu'un qui apprend quand même à regarder de plus en plus les choses avec une certaine distance, sans maintenant s'en foutre. Il s'en fout pas, c'est pas une question de s'en foutre, mais de comprendre aussi que ben, une seule personne ne va pas sauver le monde, ça n'existe pas. De prendre un peu de recul et de regarder les choses avec un côté plus inconditionnel. Et ça, c'est ce fameux lâcher prise là. Il faut parler d'électromagnétisme justement. Donc, puisqu'on dit porter de l'attention, de la de l'énergie, mais là, à un moment donné, si on commence à faire du recul et puis on regarde les choses d'une manière inconditionnelle, donc c'est-à-dire il y a moins de tension,
sur cette chose-là, on l'observe avec un certain détachement, un lâcher prise dans du sang. Et c'est ça aussi une forme d'éthérisation, c'est-à-dire de commencer à entrer dans ce processus de se fondre dans le tout. Qui pour moi, c'est ça, le vrai amour d'une certaine manière. Après, l'amour, si maintenant on me dit, Arnaud, c'est l'amour, c'est la clé de tout. Je dis, ben, écoute, quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé dans le monde, il y a beaucoup de tragédies qui sont la résultante justement d'un homme qui aimait une femme, etc. Donc, si tu parles de cet amour-là, je vais dire non. Mais le mélange de l'amour et de l'intelligence, parce que pour moi, je place l'intelligence, la logique, puisque la nature, quand tu observes la nature, euh, aussi belle elle peut paraître, il n'y a pas que des belles choses dans la nature. C'est-à-dire, il y a aussi les animaux bouffent les autres, etc. Il y a une certaine froideur, entre guillemets, mais une froideur qui permet à ce que cette nature soit toujours en équilibre. Parce que justement, si les animaux avaient des sentiments qu'on pourrait qualifier comme de l'amour, ce serait fini pour eux. C'est-à-dire, le côté et le sentiment, pour moi, c'est mental. Sentiment. D'accord? Si tu observes la nature comme elle est réellement, elle est relativement froide, mais cette froideur, c'est aussi de l'amour, parce que c'est justement cette froideur qui permet à ce que la nature soit toujours en équilibre. Et donc, pour moi, l'association de l'amour humain avec quand même aussi une certaine logique qui peut être une certaine froideur. Donc, puisque tu as déjà vu cet homme, ce funambule, là, avec son bâton, qui est en train de marcher sur son fil, et d'un côté, il a un cerveau, et de l'autre côté, il a un cœur. Donc, pour moi, c'est là la clé. C'est-à-dire l'amour, que l'amour, non. Mais l'amour associé avec l'intelligence, c'est pour ça qu'on va parler même de l'intelligence du cœur. Donc, mais une personne qui fait des recherches, mais avec le cœur, qui découvre des choses, il va aussi essayer de les partager avec le cœur. Il ne va pas essayer de les imposer avec le cerveau, avec son mental. Il essaie, il y a une forme de sagesse qui va se développer en lui pour déjà de ne pas forcer les gens. S'il voit qu'il a affaire à des personnes qui sont complètement fermées à tous ces sujets, bien sûr, il ne va pas essayer de les forcer, mais d'essayer toujours de partager les informations avec le cœur. Ça, c'est la part d'amour. Mais après, il y a l'intelligence, c'est-à-dire le fait de faire des liens. Encore une fois, bien sûr, de faire la distinction entre savoir, connaissance et intelligence qui représente le fait de savoir faire des liens logiques, ce côté holistique, comme le puzzle. Donc, si maintenant je veux expliquer quelque chose, je peux expliquer la chose avec autant d'amour que je veux. Si c'est pas logique, la personne qui est en face ne va pas l'accepter. Mais s'il y a des mots qui sont mûrement réfléchis, parce que là, on voit aussi le poids des mots, l'importance des mots, la vibration des mots, la façon de les partager. Donc, c'est là où, pour moi, c'est ce mélange-là, justement, qui est la clé de tout. Pas seulement l'amour. Je vois le Joker ou le monde, je vois que des mères, par amour, font des erreurs avec leurs enfants. Après, ils s'étonnent que quand l'enfant il est plus âgé, il fasse des bêtises. Je dis, oui, mais t'étais trop gentil, il y avait trop d'amour en toi. Peut-être t'aurais dû être un petit peu comme je vais dire, une femelle chienne ou chatte avec ses petits. Bah, parfois, il faut savoir aussi punir pour son bien, justement, et pas simplement dans cet amour inconditionnel, enfin, cette forme d'amour humain qui est, parce que parfois aussi, pourquoi je fais comme ça avec mon enfant, c'est parce que j'ai peur qu'il m'aime plus, etc. Et donc, on voit tous les pièges mentaux qui sont cachés derrière. Donc, c'est un sujet extrêmement vaste, encore une fois. Euh, pour faire court, c'est de la philosophie, on a de la philosophie, là, de la psychologie, toi qui parlais alors de programmation linguistique et tout ça. Donc, c'est un amalgame de tous ces sujets qu'il faut intégrer pour vraiment comprendre que les solutions pour que notre humanité elle aille plus loin, plus haut, donc qu'elle aille toujours plus loin, ben c'est pas que dans un sujet, c'est dans plein de sujets qu'il faut intégrer et puis bien comprendre. Sur ces chemins de l'amour, je voulais t'emmener, pour terminer cette entrevue, sur une idée. Il y a eu un écrivain, il s'appelait Charles Faure, il évoquait l'intermédiarité. J'allais te dire, on parlait un peu de franc-maçonnerie tout à l'heure, comme ça, de boutade, entre la case blanche et la case noire, de yin le yang, mais finalement, l'intermédiarité, c'est ça, c'est l'interligne. J'allais dire qu'Alan Duke, c'est l'interligne. C'est cet homme qui est capable, finalement, de prôner le un, de valoriser le deux, mais dans l'intermédiarité, fera l'équilibre entre le un et le deux. J'imagine que cette trinité, en tout cas, elle t'incarne parce que j'aime beaucoup celles et ceux qui ont su à chaque fois se questionner, se diviser,
où la curiosité, en tout cas du langage, de l'esprit, a toujours nourri l'idée d'une progression. Et c'est vrai que j'ai pas 25 ans d'études sur Alan Duke, mais une bonne dizaine d'années malgré tout. Et je me dis, voilà, cet homme-là, l'intermédiarité l'a embarqué parce que à chaque fois, on n'était jamais, comme je te l'évoquais, sur des convictions, mais sur des partages. Et c'est vrai que pour faire avancer, et celles et ceux qui voudront lire tes livres, venir à tes conférences, en tout cas t'écouter aussi sur le web, sur de vieilles émissions qui existent encore, eh bien, à chaque fois, tu n'as pas dérogé à la règle. Tu as toujours été à l'intermédiarité, cher Alan. Bah, c'est un but, c'est d'être objectif en toute chose, de pas, même quand il y a des personnes qui viennent vers moi et qui n'ont pas les mêmes idées que moi, entre guillemets, je leur laisse au moins la possibilité d'exprimer ce qu'ils ont à dire. Après, bien sûr, je vais défendre les miennes, mais j'essaie, parce que, encore une fois, ça c'est l'histoire de mon ego, c'est-à-dire dès le moment, l'alchimiste, c'est aussi quelqu'un qui commence à voir que l'ego, il n'est pas là pour te bloquer, pour t'empêcher d'évoluer, etc. Donc, dès le moment où j'ai commencé à saisir cette chose-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est au-dessus de mon ego, c'est la logique. Et si je me trouve devant une personne qui dit quelque chose qui est plus logique que la logique, l'assemblage donc intellectuel, l'intelligence, les liens que j'ai faits, si je suis devant une personne où ces paroles sont plus pertinentes, il a raison. Et c'est là où tout le monde devrait fonctionner comme ça, c'est-à-dire de savoir échanger, de savoir, comme je dis, débattre sans se battre, c'est-à-dire avoir des échanges constructifs, parce qu'en fin de compte, pour que justement derrière cette partie d'échec, puisque tu es évoqué avant la franc-maçonnerie, le blanc et le noir, derrière cette partie d'échec, qui n'est pas un gagnant et un perdant, mais qui est le gagnant, parce que c'est toujours comme ça dans une partie d'échec aussi, quelque part. L'autre, il aura beau gagner, mais si l'autre, il était très attentif à la partie, il va gagner quand même de la structure, donc des stratégies, il va gagner ça. Donc, dans une partie d'échec qui est objective, il y a deux gagnants. Et dans des échanges où deux personnes ne sont pas forcément du même avis, c'est justement à travers les arguments, contre-arguments, mais il faut que les égos soient mis de côté. Et donc, moi, à un moment donné, dans mon histoire, je me suis dit, il y a quelque chose qui est au-dessus quelque chose qui est au-dessus de mon ego, c'est la logique. Et si j'ai en face de moi quelqu'un qui est capable de me dire des choses qui sont plus logiques que ce que je dis, je lui donnerai raison. Mais je ne l'ai pas encore rencontré. Tiens, C'est qui dit ça. avis aux auditeurs, beaucoup d'émissions, c'est là. À cause du côté holistique. Ben, il le faut. Alors, c'est vrai qu'on le voit, ça nous fait plaisir parce que c'est vrai que le numérique, en tout cas, a bouleversé là aussi les liaisons, la possibilité des échanges. Il y avait forcément une concentration de l'information. Aujourd'hui, elle est forcément pléthore, pas toujours facile non plus de s'y retrouver. Moi, je trouve qu'on a besoin, là encore, je dirais, de ces gens qui éclairent. J'aime bien ce terme d'explorateur spirituel, je le maintiens. Je trouve que, en tout cas, cette émission a voulu mettre en exergue tes chemins, tes tentatives, tes expériences, les meilleures, peut-être les plus obscures, si tant est qu'il y en ait eu, mais celle-ci ne regarde que toi. Et je trouve qu'on a besoin, et à l'instar finalement d'une éducation à la française, la philosophie arrive assez tardivement dans un programme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, des enfants qui ont un âge entre 13 et 15 ans peuvent démarrer la philosophie, je pense, dans un programme d'éducation nationale. Et je dirais, un petit peu comme la gastronomie, l'éducation au goût. L'éducation à l'esprit est une nécessité. Je voulais terminer ce rendez-vous un peu tardif, et je t'en remercie, cher Alan, mais où on voit bien que si on ne prend pas soin de nos générations, eh bien malheureusement, qui viennent, j'entends, et de celles qui étaient là avant nous, parce qu'il faut prendre soin de nos anciens aussi, bien évidemment. Ils ont quelques, comment dire, sagesse qu'il nécessite d'être partagée. Mais on voit bien que le style oratoire et cognitif, en fait, semble fondamentaux pour construire une société qui se veut de partage et qui se veut intelligente, comme tu l'évoquais. Ça sera un petit peu mes mots de la fin, en tout cas. Disons que c'est pas forcément glorieux ce qu'on est en train d'observer actuellement. Il faut absolument, quand tu parlais justement du côté cognitif, où on voit que l'appauvrissement de la langue française, etc. Donc, ce sont toutes des choses qui jouent justement sur cette capacité de faire des liens. Justement, on sait bien que les personnes
qui ne possède, on va dire, comme bande de données entre des mots, il a évolué avec 300 mots, je ne sais pas combien de mots, et plus tu en connais, plus tu connais le sens étymologique, etc., plus tu as les capacités neuronales pour faire des liens et tout ça. Donc, on est en train d'assister quand même à une sorte d'apprentissage à tous les niveaux. Donc, il faut espérer qu'il y a un sursaut, quelque chose qui se passe. Mais après, si c'est cyclique, comme je l'ai dit, de toute manière, ça serait que pour une certaine période. Donc, de toute manière, n'importe comment, derrière, il y aura un nouveau cycle qui vient vers nous, et puis où les choses vont s'inverser, où l'humanité va recommencer à devenir plus intelligente, plus intellectuelle, et va mettre de côté peut-être les machines, parce que c'est ça aussi, plus les ordinateurs travaillent pour nous, plus le cerveau, c'est de l'atrophie, ça atrophie, je veux dire, tu mets ton bras en l'air pendant des jours et des mois, il va s'assécher, voilà, il y a un Indien qui a fait ça, donc il a eu cette bonne idée de lever son bras, et après il s'est atrophié, donc c'est la même chose, si tu laisses les machines travailler pour toi, il ne faut pas s'étonner après que le cerveau biologique, il commence un petit peu à dire une cacahuète sèche, mais en même temps, il faut toujours garder l'espoir et dire, chacun fait ce qu'il a à faire. Et puis, de toute manière, il faut rester. Je dis pas, j'aime pas le côté dire positif, réaliste. Moi, je suis très, très réaliste. Moi, je suis pas je suis pas vraiment négatif ni positif. Moi, je suis réaliste. J'observe les choses comme elles sont. Et puis, souvent, à travers ma logique, entre guillemets, encore une fois, cette logique, je vais poster de faire des liens. Pour moi, il est clair que de toute manière, c'est passager. Ça sera qu'une certaine période où nous allons vivre peut-être une ère un peu plus robotisée, donc transhumanisme et tout ça, et que derrière cette période-là, on va revenir vers quelque chose de biologique, de beaucoup plus naturel, puisque ce sont les cycles qui veulent ça. Peut-être. Ouais, je te coupe un instant, mais c'est vrai que j'évoquais cette notion d'explorateur, j'allais dire pontifex aussi, c'est-à-dire un créateur de ponts, de passerelles, en tout cas de liens qui permettent à cette humanité de s'activer. Dernier mot, parce que c'est vrai que l'Homo sapiens sapiens tend peut-être à disparaître au profit d'une nouvelle race qui est l'Homo sapiens numeriscus. On parlait plus d'évolution, mais de révolution. Il est vrai que on parlait de puces, on parlait finalement d'ogmes augmentés. On voit bien ces nouvelles générations ont un rapport au temps, pour terminer cette entrevue, avec des outils comme le smartphone qui n'a pas fait d'effondrement économique. Il est venu remplacer, rappelle-toi, à peu près 50 produits que nous utilisions dans nos jeunes temps. Et pour autant, l'économie est là. Et je crois que l'Homo sapiens numeriscus, en tout cas, prend sa place. Et peut-être que nous sommes peut-être ces derniers dinosaures à mourir dans les boomers que nous sommes. C'est peut-être ça, finalement, l'apocalypse, cher Alan. C'est clair que la génération nouvelle n'a pas connu les années 70-80, que moi, je dis dommage pour eux, à tous les niveaux, que ce soit cinématographique, musicalement parlant, etc., parce que tout était à repris. Donc, quand tu vois la musique, par exemple, les années 80, aujourd'hui, ils sont là-dedans, parce que nous, on fait le grand écart entre vraiment deux périodes très particulières. Nous avons vécu une période où le portable n'existait pas encore, où il fallait qu'un ligne téléphonique, un téléphone fixe à la maison, pouvoir communiquer. Ils sont nés limite, ils sont sortis du ventre de la mère avec un portable entre les mains. Donc, c'est clair que cette génération-là, ça n'a plus rien à voir. On peut simplement, justement, parler de ces sujets quand tu as justement vu les deux. Et nous, on fait partie de cela. Les plus anciens, ceux qui sont vraiment très anciens aujourd'hui, ils vont parler de leur époque. Mais nous, on est vraiment à chemin sur deux époques. Et on observe des choses, on aurait tendance à dire, oui, ça va se casser la gueule, tout ça, c'est pas bon. Mais qui sommes-nous pour dire ça? Je veux dire, qui sommes-nous pour affirmer que c'est pas bon? Peut-être qu'il y aura quand même dans ces choses-là des choses qui seront intéressantes malgré tout. Mais je reste quand même d'avis que tous ces objets que nous créons, de toute manière, représentent des dons. Ça, c'est très important ce que je vais dire là. Ce sont des dons que nous avons en nous, que nous avons atrophiés. Je pense que l'humain est capable de parler à distance, sans téléphone portable, ce qu'on appelle de la télépathie. Mais comme il a tellement atrophié son côté sauvage en lui, il est tellement mental que le mental, il a pour seule solution, pour pouvoir communiquer à distance, de créer, d'extérioriser un potentiel, un don qu'il a inné en lui. Et c'est ce qu'on appelle un téléphone portable. Donc, pour moi, tout ce qu'on a inventé là, c'est ça du transhumanisme, c'est-à-dire de transposer dans la 3D des choses qui sont propres à l'humain.
D'accord, et ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire actuellement, parce que nous avons le cerveau, nous utilisons plus l'hémisphère gauche, entre guillemets, celui qui représente le robot, entre guillemets, dans notre personne. Comme cette partie-là est beaucoup plus développée, beaucoup plus sollicitée que la partie sauvage, celle qui crée, celle qui improvise, qui est dans l'instant, dans l'instinct. Donc cette partie-là, elle est atrophiée par rapport à l'autre. Donc nos réflexes sera toujours de créer des choses dans la 3D. Au lieu de dire, mais il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et voilà, donc c'est l'alchimie. Encore une fois, on est toujours dans l'alchimie avec cette histoire d'équilibre entre le côté masculin et féminin. Voilà, donc dans notre cerveau. Et puis voilà, donc, mais la suite, elle sera comme elle doit être. De toute manière, nous, on est simplement des personnes qui sont de passage. Donc, on est là, on fait des découvertes, on écrit des livres, on fait des vidéos. Est-ce qu'ils vont perdurer dans le temps? Je ne sais pas. En même temps, au départ, tu dis, oui, je vais laisser une trace. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à dire, bah, écoute, je m'en fous. Si je laisse des traces, oh, si je ne laisse pas, c'est pas plus grave. Je veux dire, j'aurais fait ma part de colibri, et puis voilà. Et puis, voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce qui doit venir arrivera. C'est un éveil collectif, qu'il nous faut un grand éveil collectif pour éviter éventuellement de basculer dans quelque chose qui serait peut-être moins intéressant. Mais voilà, donc pour l'instant, pour moi, en ce qui me concerne, j'observe le monde. Je dis pas forcément qu'il n'y a pas d'éveil, mais pour moi, ça va passer vite. Voilà, ça c'est ça. Justement, je vais terminer avec cette idée un petit peu luciférienne, parce qu'on n'est pas sans savoir que le dernier télescope du Vatican se nomme Lucifer, il porte cette lumière. J'allais dire que cette génération qu'on vient d'évoquer, Charlan, on avait cette notion de, à défaut de la lumière, on était dans l'ennui. On écoutera ce qu'on a envie d'entendre, ou finalement nos songes sur un banc public en plein milieu de l'après-midi, en attendant nos copains ou nos copines, nous transmutaient vers des horizons d'aventure. Moi, en tout cas, le Alan Duke que j'ai souhaité rencontrer ce soir, c'est celui-ci, c'est Alan Duke de l'ennui, mais le bon ennui, bien évidemment, celui qui nous ouvre les songes, qui nous permet finalement, avec juste un tout petit peu d'énergie, beaucoup d'imagination et de poésie, et je pense d'amour en tout cas, de cheminer vers soi et vers les autres. Moi, j'étais ravi de passer cette heure ensemble. C'est court, une heure, mais c'est important aussi, une heure, de déterminer ce qu'on a envie de faire. Je serais ravi de continuer un autre jour, en tout cas, ces entretiens. Je voulais, au sein de l'émission Mystère, pouvoir témoigner aussi d'un langage qui a été celui, et qui est toujours celui d'Alan Duke, qui depuis de longues années, en tout cas, nous fait réfléchir, nous fait nous poser des questions. Et Dieu sait que, comme j'aime à dire, il y a toujours des projets dans la vie, il y a toujours des idées, mais si on n'a pas la curiosité, on est un petit peu foutu. Voilà, mon cher Alan. Voilà. Ben écoute, avec plaisir. Si toi tu veux me rappeler, je serai toujours là pour répondre à tes questions. Bah, en tout cas, on trouvera un thème. J'étais ravi de passer ce grand moment. Je rappelle, tous tes livres sont disponibles, bien sûr, sur les plateformes ad hoc pour celles et ceux qui veulent commander. On va chercher son libraire et on peut le commander aussi. C'est pas mal. On peut avoir quelques commentaires. Des conférences à venir pour terminer sur une actualité, Charlan? Non, comme je disais, j'ai calmé le jeu, c'est-à-dire je suis encore disponible pour des conférences entre guillemets privées. Voilà, je me suis maintenant un petit peu réduit, on va dire, parce que c'est pour une question de confort aussi. Oui. Voilà. Donc, j'ai remarqué à un moment donné aussi que il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée dans les conférences, dans les choses comme ça. Et parfois, il y a aussi des personnes qui sont agressives, etc. Parce que toi, tu vas pas forcément caresser le. Et ça, c'est un peu ma spécialité. Je caresse pas forcément le chat dans le sens du poil. Donc, je me suis dit, non, je préfère faire des trucs en VIP, entre guillemets. Donc, déjà, pas le monde, c'est comme ça. La personne, au moins, elle est intéressée, elle est passionnée autant que toi. Et puis là, tu peux vraiment avoir des échanges très, très constructifs. Et j'aime bien à un moment donné, une personne intéressée, bah, de toute manière, une personne vraiment éveillée vaut 1000 personnes qui ne le sont pas. Donc, je donne tout mon temps, et Talib peut aussi le confirmer, combien je peux donner de mon énergie, de mon temps, une seule personne. Alors, je faisais pour 20 personnes, 30 personnes, pour 100 personnes, je donne toute mon énergie pour une seule personne. Mais au moins, je sais que cette personne-là, elle est intéressée. Donc, c'est plutôt
sur un site où il faut venir me solliciter. Et puis là, je suis toujours disponible pour des coachings privés, des choses comme ça. Et aussi les livres, au niveau des livres, ben, il y a plus de 9 livres, bien sûr, qui sont en vente, puisque les anciens, ils les ai quand même un petit peu mis de côté. Je reste toujours sur les choses les plus récentes. Comme, 2 livres seulement qui sont disponibles, donc c'est les 2 derniers. Et puis voilà, donc voilà. Eh ben, en tout cas, un grand merci. J'allais terminer par une petite phrase alchimique, un petit peu dans le langage des oiseaux. J'allais dire que l'essentiel, c'est d'être complémentaire. Voilà, on laissera les gens réfléchir à cela. Merci, cher Alan. Je te dis à bientôt. Toi, ciao, ciao.